Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur le portail d'alimentation durable et particulièrement l'agent IA qui a été développé pour ce portail. Le webinaire va se passer en trois parties. D'abord la présentation du besoin par Julie de Solagro, puis la présentation de comment Data Players a répondu à ce besoin et réalisé la solution. Et pour finir, il y aura un échange avec les personnes présentes à ce webinaire. Et donc, je vais passer directement la parole à Julie. Je t'en prie, dis-nous ce que c'est que le portail d'alimentation durable. Bonjour, merci beaucoup pour cette proposition, cette opportunité à parler un petit peu de ce portail. Le portail de l'alimentation durable, c'est un projet qui est né au sein de l'écosystème d'acteurs engagés dans des démarches de transition agricole et alimentaire. Donc un réseau d'acteurs assez varié, des acteurs associatifs, mais pas seulement, dans lequel on trouve aussi des acteurs territoriaux, donc collectivités territoriales, entreprises, etc., qui agissent à différentes échelles pour améliorer globalement la durabilité de nos systèmes alimentaires. Et donc voilà, se réunissent autour de cet objectif de transformer nos systèmes alimentaires pour répondre aux grands défis environnementaux, sociaux et économiques de notre siècle. Il y a eu un besoin qui a été identifié par différents acteurs de cet écosystème qui était donc de rassembler un petit peu les ressources qui servent à ces différents acteurs dans leurs projets et activités quotidiens. C'est-à-dire que, il y a de plus en plus voilà, d'acteurs qui s'engagent dans ces démarches de transition et qu'on a en parallèle un besoin d'amplifier ces démarches de manière de nouveau, comme je vous le disais, à pouvoir répondre aux grands défis auxquels on fait face. Et on a pour ça une multitude de ressources qui sont créées par toutes nos structures, donc des ressources assez diverses, hein, des retours d'expérience, des fiches de capitalisation, des outils, des méthodologies qui sont voilà, diffusées et relayées par toutes nos structures, mais qui restent souvent assez dispersées dans des formats assez divers et finalement manquent un petit peu de visibilité pour être vraiment appropriées par d'autres acteurs qui souhaitent s'engager dans ce type de démarche. La grande interrogation au cœur de ce projet, c'était donc comment est-ce qu'on simplifie l'accès à cette grande diversité de ressources, cette grande diversité, mais en conservant une certaine fiabilité, une certaine pertinence dans les ressources qui seront particulièrement mises en avant, pour permettre à plus d'acteurs de s'engager dans ce type de démarche. Je vous ai parlé, j'ai évoqué à plusieurs reprises cet écosystème d'alimentation durable et la grande diversité d'acteurs engagés dans ce type de démarche. En réalité, autour de ce projet, il y a un petit consortium de structures qui sont mobilisées dès les premières phases de ce projet que je vous ai représenté là, donc des structures essentiellement associatives qui ont voilà, co-construit ce projet de portail de l'alimentation durable, l'ont pour certaines porté dès sa création. Je pense notamment donc à Chrysalim et Maurice Diater qui ont assuré le portage de ce portail depuis 2021 donc. Et puis les autres structures voilà, qui participent à ces réflexions et qui sont toujours impliquées dans ce projet et maintenant sa phase de déploiement et Solagro qui a donc récupéré le portage du portail plus récemment. On a la chance, juste un petit mot, d'avoir Maude Vincienne de la structure Maurisiataire avec nous. Donc, quand on en sera au temps d'échange et de questions, si besoin de précision sur l'historique, n'hésitez pas. Maintenant qu'on a posé un petit peu la problématique au cœur de ce projet, on s'est dit donc en travaillant sur le portail de l'alimentation durable que la solution ce serait, enfin, devait répondre à un objectif de facilitation de l'accès, de l'appropriation de ressources fiables et pertinentes pour l'ensemble des acteurs qui s'engagent dans des démarches de transition agricole et alimentaire. Et donc on avait plusieurs cibles.
des acteurs de territoire, je vous le disais, des porteurs et porteuses de projets locaux et chargés de mission de projets alimentaires territoriaux, par exemple, ces dispositifs en lien avec les stratégies agricoles et alimentaires qu'on retrouve souvent à l'échelle de collectivités territoriales. Des structures plutôt en lien avec le conseil et la réalisation d'études, donc plutôt des consultants, bureaux d'études, et finalement des acteurs qui ont plus une posture d'accompagnateur de ces dynamiques. Et enfin, des structures de l'enseignement et de la recherche, donc à la fois des étudiants et des enseignants qui pourraient être intéressés par ce type de service. Ces structures-là, elles peuvent être intéressées par le service qui est proposé par le portail de l'alimentation durable, mais elles peuvent aussi se retrouver contributrices dans la mesure où certaines créent des ressources qui peuvent être diffusées par le biais du portail de l'alimentation durable. Cette facilitation de l'accès aux ressources dont il est question, on l'a pensé à travers un outil numérique de recherche assez simple et intuitif. Le portail de l'alimentation durable, c'est finalement un moteur de recherche, mais qui cible précisément des contenus, je vous le disais, fiables, pertinents, dont les ressources, voilà, ont vraiment été vérifiées, sont reconnues par les autres acteurs engagés dans la démarche. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs plateformes qui ont été intégrées au portail de l'alimentation durable, c'est-à-dire que les ressources qui ont été créées par ces structures peuvent être trouvées par le portail de l'alimentation durable. Pardon. Je vous le disais, ce projet, il a été réfléchi voilà, dès 2021. Il y a tout un travail de développement informatique, numérique, dont vous parlera bien sûr beaucoup mieux Simon, qui a été réalisé. Mais il y a aussi tout un travail de construction de réseau, d'une dynamique collective qui est menée en parallèle et qui explique que voilà, ce projet s'est inscrit dans un temps, enfin sur une durée de 3 ans pour l'instant, et qui a été publié en 2024, pardon. C'est donc ce portail, ce moteur de recherche qui a été publié en 2024. Et en parallèle, bah, voilà, on réfléchit à la fois au modèle de gouvernance sur lequel peut s'appuyer ce projet, mais aussi au modèle économique. Voilà, différentes questions qui précisent qui permettent de préciser un petit peu les contours du projet en le développant. Aujourd'hui, on en est là. Ce portail, il est en ligne, il est utilisé, il a des pistes d'amélioration auxquelles on continue de réfléchir collectivement avec les différentes structures dont je vous ai parlé précédemment. Mais je vous propose peut-être de laisser la parole à Simon et de réévoquer les pistes, les voies d'évolution de ce projet par la suite. Parfait, merci. Du coup, j'ai partagé mon écran. Alors, la suite de la présentation sera commune avec un événement auquel on assiste le 29 et 30 octobre à Numérique en commun 2025, donc bientôt, et auquel ce projet sera également présenté. Donc la phase 1, Julie en a rapidement, non, complètement parlé, pardon. Donc ce qu'on retient en termes d'usage final, c'est simplifier l'accès à la transition agricole et alimentaire. Ça avait plusieurs défis. Le premier défi, c'est qu'il y avait des sources hétérogènes. Alors, on en est à 6 sources différentes et la particularité, c'est que chaque source a sa propre technologie, sa propre taxonomie et sa propre ontologie. Alors, on a un petit peu de temps, contrairement à ce qu'il y aura à Numérique en commun. Alors, je vais expliquer un peu ce que ces mots veulent dire. Sa propre technologie, ça veut dire que chaque source a sa manière sa technologie, son logiciel pour gérer ses données. Et donc,
exprime les données dans des protocoles, dans une manière d'accéder à l'information qui peut être différente, certains par WordPress, certains par API, certains par fichier, certains par différents moyens d'accéder à l'information. Et il faut être capable de comprendre chaque technologie. Ensuite, chaque source a sa taxonomie. Alors, une taxonomie, c'est quoi? C'est la manière de ranger l'information, la manière dont elles sont catégorisées. Et il y a eu un gros défi, une grosse questionnement sur ce projet qui était de savoir est-ce qu'il fallait avoir une taxonomie commune pour toutes les sources ou est-ce que chaque source gardait sa taxonomie? Finalement, ce qui a été choisi, c'est que chaque source garde sa taxonomie. Le problème, c'est que ça aboutit à des taxonomies assez volumineuses et puis avec des redondances, puisqu'il n'y a pas eu de tentative de réconciliation, on appelle ça, entre les taxons, entre les catégories. Et puis pour finir, chaque donnée, chaque source a bien sûr son ontologie. Et donc l'ontologie, c'est la grammaire, c'est la manière dont est exprimée l'information, quelles sont les propriétés, quels sont les objets, quelles sont les classes qui sont utilisées dans la source pour exprimer ces informations. Et l'objectif aussi était d'avoir une solution performante mais universelle. Alors, chez Data Players, on a construit historiquement, et y compris pour ce projet, des bases de données sémantiques, donc en web sémantique, ce qui apporte l'universalité, c'est-à-dire qu'on respecte une norme du W3C qui s'appelle le web sémantique. C'est la seule norme internationale qui existe et qui est universelle pour stocker et exprimer de l'information. Le problème, c'est que c'est pas très performant en termes de requêtes. Donc, il a fallu allier l'universalité du web sémantique et les performances du besoin utilisateur. Ça se traduit techniquement comme ceci, c'est-à-dire qu'on a un data flow ou un ETL ou un workflow, ça dépend des vocabulaires. Dans notre cas, on utilise Graph, qui est un outil qu'a créé Data Players depuis sa création, pour traiter des flux de données plutôt orientés gros volume et orientés aussi low code, c'est-à-dire ne pas avoir besoin de coder les transformations de données avec plein de petits composants qui facilitent la manipulation de données et avoir recours le moins possible à du code. C'est comme en gros dans Excel, vous n'avez jamais besoin de faire du code et quand vous en avez besoin, c'est dans une formule. Et bien là, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que ça doit être aussi simple que Excel à manipuler, quoi. Euh, Ensuite, donc, ce data flow permet de construire du coup, une base de connaissances universelle, donc en web sémantique, et avec une interface d'admin pour le manipuler, pour contrôler, pour vérifier que les données sont cohérentes, etc. Dans ce projet-là, il n'y a pas d'intervention vraiment d'enrichissement de données de la part des admins, c'est plutôt pour explorer la base de connaissances. Et puis, on refait un traitement pour obtenir ce qu'on appelle une base indexée, de manière à pouvoir faire des recherches facilement dessus. Et on y ajoute, bien sûr, une interface utilisateur pour pouvoir faire de la recherche facilement dessus. Donc, on cumule le meilleur des trois mondes, on va dire, la diversité de l'information à la source, l'universalité de la base de connaissances à travers le web sémantique et un moteur performant de recherche pour l'utilisateur final. La particularité de DataPlayer, c'est qu'on travaille en 100% open source. Donc les trois composants là que vous voyez qui sont le data flow, la base de connaissances sémantiques et la base de connaissances indexée sont des produits open source. Pour la web sémantique, c'est basé sur CMAPS, qui est une brique développée par l'Assemblée virtuelle. Ça permet de produire ceci. C'est un portail assez traditionnel, on va dire, avant l'arrivée des agents IA, donc on le verra tout à l'heure, avec des capacités de filtrage, mais également de la capacité de recherche par mots-clés. Donc là, on a filtré selon le département et deux thématiques, et puis on a choisi un mot-clé de biodiversité. Ça fonctionne, ça nous permet de sortir deux résultats parmi les 7 ou 8 000 data.
avec en plus la capacité, bien sûr, de naviguer directement vers la ressource, puisque les liens là sont navigables et on retourne à la source d'où vient l'information issue des différentes bases de connaissances, issue des différents sites web et systèmes et logiciels qui nous ont fourni l'information. Ici, on renvoie vers la source pour mettre en valeur la source. Le problème de ceci, c'est que ça demande un tout petit peu de montée en compétences et d'apprentissage de comment faire les filtrages, même si c'est le plus intuitif possible. Il y a quand même des mécaniques de réduction automatique de liste, c'est-à-dire que si on choisit le département Bas-Rhin, et ben, par exemple, on ne va nous fournir que les thématiques qui correspondent, qui sont dans des données qui correspondent au Bas-Rhin. Il y a toutes des mécaniques d'interface utilisateur qui sont voulues le plus ergonomiques possible, mais qui ont leurs limites, surtout vis-à-vis des technologies actuelles. Et puis, la recherche, elle est par mots-clés et ça tolère euh, quelques fautes d'orthographe, mais ça ne tolère pas les variations de sens, les approximations sémantiques, ça ne tolère pas les intentions multiples, ça ne tolère pas les phrases. Donc, du coup, c'est assez limitant en termes d'interaction facile pour l'utilisateur. Les résultats actuels, c'est qu'il y a environ 1000 usagers par an et 100 à 300 usagers par mois en fonction des mois et des communications. Je vous enverrai les URL juste après dans le chat. Ici, ce sera pour les visiteurs pour qu'ils puissent scanner. Et donc, le problème, c'est que il y a des limitations, comme je viens de l'expliquer. Et l'IA a complètement investi nos vies quotidiennes et les usages. Et donc, l'objectif, c'était de faire un agent IA pour simplifier l'accès et affiner les recherches. Donc, ne pas avoir besoin de filtre, avoir une interface type agent conversationnel pour simplifier l'accès, et puis sortir de la notion de mots-clés pour faire de la recherche par sens et par intention. Comment on a fait? Eh bien, on a repris la stack historique avec la base de connaissances universelle qui, elle, reste constituée en temps réel par rapport aux sources. Elle est toujours alimentée, améliorée, complétée. Et puis, sur le moteur de recherche, sur Search, on a pu mettre en place ce qu'on appelle la vectorisation. Alors, je vais prendre quelques secondes pour expliquer ce que c'est que la vectorisation. C'est le fait de transformer de l'information en vecteur mathématique. Et ce vecteur mathématique, il représente le sens de l'information. Son sens dans un contexte multiple, où par exemple la mer qui est au bord de la côte n'est pas la même mer du père. Et en fait, ce sens-là, se traduit par des vecteurs. Et donc, en plus de juste indexer l'information mot par mot, on va la vectoriser, c'est-à-dire lui affecter du sens pour pouvoir la retrouver facilement à travers une mécanique d'agent IA conversationnel. Donc, une fois qu'on a cette base de connaissances indexée et vectorisée, on va créer ce qu'on appelle un agent. Donc là, on l'a créé simplement avec N8N, qui est on va dire un concurrent à Grab, donc, que je vous ai montré tout à l'heure, mais qui a pris vraiment beaucoup d'avance sur nous concernant les agents. Donc, on va vraiment pas concurrencer. Ils ne nous concurrencent pas sur ce thème-là parce ils ont pris beaucoup, beaucoup trop d'avance. On n'essaie même pas d'y aller. C'est de l'open source, ça nous permet d'être souverain, j'en parlerai tout à l'heure. Et donc cet agent, il va être basé sur un LLM, donc là Mistral, avec une mémoire conversationnelle pour pouvoir se rappeler des quelques conversations qu'il vient d'avoir avec l'utilisateur. Il va utiliser la base de connaissances vectorisée qui vient du portail. Et puis en plus, on lui a ajouté Wikipédia et une calculette. Wikipédia pour compléter les connaissances s'il y a besoin, et une calculette pour pouvoir faire des calculs d'empreinte carbone. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Pour les techniciens qui veulent savoir comment marche la vectorisation, l'embending et ce genre de choses, je suis à disposition après pour répondre aux questions. Ce projet, il rentre dans le cadre d'une offre commerciale qu'on est en train de déployer chez Data Players, si se veut, faire des agents IA frugaux, souverains et éthiques. Frugal parce que on essaye d'utiliser les modèles les plus petits et les plus adaptés possibles
adapté aux besoins, pour répondre aux besoins. Souverain parce que les modèles de connaissances qu'on utilise, les LM qu'on utilise, sont open source et tournent sur des serveurs qu'on maîtrise. Et les données qui y rentrent et les données qui en sortent ne fuitent pas. Et les modèles qui tournent ne retiennent pas les données qui sont passées par lui pour pouvoir faire de l'apprentissage de prochains modèles. Donc en fait, on garantit que la donnée soit complètement isolée et ne soit pas réutilisée, quel que soit l'usage. Et puis éthique parce que du coup, on n'utilise que des modèles open source et les électrons qu'on consomme pour faire tourner les modèles sont, si possible, sont même pas si possible, sont totalement issus d'énergie renouvelable. Donc merci la Suisse, notamment avec Infomaniac qui met à disposition des modèles Mistral qui tournent essentiellement grâce aux électrons des barrages hydroélectriques. Mais on n'est pas, on a aussi d'autres solutions. OVH ne garantit pas 100% d'énergie renouvelable, mais pas loin. Et nous avons d'autres pistes, notamment avec Grok en Europe du Nord, qui fournit des services équivalents. J'ai passé du coup à quoi ça, qu'est-ce que ça permet de faire. Donc là, on a une requête utilisateur en langage naturel. Et puis, je vais vous montrer une démonstration plus complète. Mais là, on a du coup la même ressource qu'on retrouvait dans le moteur initial, mais contextualisée par rapport à la demande et mis en valeur par rapport au contexte de la demande. Je vais rapidement vous le montrer et vous l'envoyer. Je montre tout pour le cas du webinar. Donc là, on est sur le moteur traditionnel. Alors, j'ai vu ce matin, il y a eu un bug dans les traitements. Il y a un problème sur les mots-clés. Ça n'empêche pas de fonctionner, mais c'est dommage. Il manque un petit peu de données. Ce sera rétabli dans la journée. Vous aurez une meilleure qualité dans quelques heures. Donc là, on peut accéder à l'agent IA qui est en démonstration, donc avec une explication du fait qu'il soit en démonstration et que il va être amélioré au fur et à mesure, comment ça fonctionne. Puis on va poser une question. Alors, moi, chez moi, j'ai un sol argileux, il pleut aujourd'hui, donc j'ai demandé quelle culture vivrière pour des sols argileux argileux et beaucoup de pluie. Donc là, il y a l'agent qui tourne, qui va aller comprendre la question, chercher les connaissances dans la base de connaissances. La base de connaissances lui retourne les informations de cette base, puis le LLM reconstruit une réponse à partir des connaissances qu'il a trouvées et de ma question. On n'utilise pas des modèles très onéreux, donc on n'a pas non plus des temps de réponse extraordinaires. On tourne entre 30 et 40 secondes d'attente. Et puis ça prend du temps aussi parce que la base de connaissances, elle remonte beaucoup de connaissances. Et ceux qui font un peu d'IA savent que plus il y a de connaissances à ingérer, plus le modèle doit gérer du coup une grande fenêtre contextuelle, ça s'appelle. Et du coup, travailler avec cette grande fenêtre contextuelle consomme beaucoup de ressources. Enfin, beaucoup de ressources. Le moins possible par rapport à notre besoin. Donc là, il nous dit que pour choisir des cultures vivrières adaptées au sol argileux et un climat humide avec beaucoup de pluie, plusieurs aspects agronomiques et environnementaux sont à considérer. Voici une synthèse des ressources. Et donc là, il nous retourne chaque ressource qu'elle a trouvée dans la base de connaissances avec la source qui a fourni la connaissance, une description qui a un mix entre notre demande et ce qu'elle a trouvé comme information. Et elle nous ressort les thématiques et les tags qui correspondent aux informations, à notre contexte. Et le département, s'il est spécifié ou pas. L'avantage, c'est qu'ici, je peux retourner à la source et donc tomber sur l'Amaranthus Project, développer de la culture de transformation de l'amarante en France et au Pakistan. Alors, pourquoi est-ce que l'histoire de la pluie? Production d'amarante, vivrière, ah oui, c'est de la côté vivrier qu'il a compris, adapté à diverses conditions, notamment en France. L'amarante est riche en nutriments, consomme moins de surface et donne des feuilles comestibles. Pourquoi pas?
Est-ce qu'il y a une réponse un peu plus adaptée? Euh, sur les sols vivants, très pertinent pour la gestion des sols argileux et humides. Donc là, on est sur une autre ressource, Let's Food ID. Et du coup, qui nous parle des sols vivants et sans doute des terrains argileux. Et peut-être aussi chez Osae, voilà, super. Là, on a une expérience d'un agriculteur qui va donner tout son mode opératoire de culture. Et donc, je suppose qu'il a choisi cet agriculteur-là par rapport au sol. Voilà, on a un sol argileux calcaire. Et donc, du coup, potentiellement, donner des conseils pour répondre à nos besoins. Je vais m'arrêter là, c'était juste pour une petite démonstration. La suite, c'est que ben, on espère travailler ensemble avec Solagro. On est en cours de construction de troisième phase, on va dire, avec la possibilité de générer des rapports de synthèse en PDF et de retrouver des rapports de synthèse, avoir plus de sources, avoir encore une meilleure ergonomie, affiner le comportement pour que ce soit encore plus pertinent et avoir de l'industrialisation, c'est-à-dire surveiller et analyser les usages. Comment le portail est utilisé, comment l'agent est utilisé, comment il a répondu, est-ce que les personnes sont satisfaites ou pas de la réponse, et pour pouvoir l'améliorer et ou détecter des hallucinations potentiellement, s'il y en avait. Et je vais m'arrêter là et on va passer aux questions. Alors j'y vais. Et Vous m'entendez? vas-y, Oui. vas-y, vas-y, Salut. dis-moi. Oui, comment vous faites pour tout ce qui est mise à jour? Comme tu disais, il y a beaucoup de données, donc c'est traité par graphe, tout ça pour arriver en sémantique. Mais comment vous faites quand il y a des choses notamment à supprimer qui viennent dans les informations en amont? Est-ce que vous réentraînez tout à chaque fois? Est-ce qu'il y a de l'accumulation qui se fait? Comment c'est fait? À quelle fréquence aussi? Alors en fait, le très très gros avantage du RAG, alors c'est un mot que j'ai pas encore prononcé dans l'explication. Le RAG, c'est le fait d'avoir les connaissances non pas dans le modèle du LLM, mais dans des données externes. Et donc, c'est ce qu'on a fait ici. Le très gros avantage du RAG, c'est qu'à chaque requête, il se repose la question des données utiles pour répondre à cette requête. Donc, du coup, si la base de connaissances est à jour en temps réel, l'agent va être aussi à jour en temps réel. Il n'y a pas besoin de réentraîner le modèle. Le modèle, lui, il fait la communication, les synthèses, etc. Mais la donnée brute, c'est bien la base de connaissances qui l'a fournie. Et on la met à jour toutes les nuits. Donc, toutes les nuits, la base de connaissances de Mini-Search est mise à jour à partir des données de la base universelle. Et la base universelle, elle est mise à jour à des temporalités différentes en fonction des sources. Il y a des sources qui ne bougent pas, d'autres où c'est en automatique et d'autres où c'est à la demande. C'est-à-dire que on sait que c'est une source qui est un peu délicate, qui a potentiellement des failles techniques ou qui peut bouger un peu de modèle. Dans ces cas-là, on va plutôt faire une mise à jour de la base universelle à la demande de la source quand elle sait qu'elle a fait une campagne de mise à jour, par exemple, et qu'elle nous prévient. Ok, merci. Euh, je vais poser une question. Pour moi, utiliser l'IA sur le portail, euh, l'intérêt majeur, c'était de faire une recherche sur une base de données restreinte par rapport à une worldwide recherche. Et quel est le rapport d'économie d'énergie? Quel est l'ordre de grandeur de cet intérêt-là? Comme on va quand même chercher Wikipédia, voilà, ouais, qu'on puisse se représenter Bien sûr. l'intérêt. Alors, déjà, il faut vraiment dissocier deux mondes, on va dire, dans l'intelligence artificielle. Le monde où on va faire apprendre des modèles sur des connaissances,
et le monde où on se sert des modèles pour interroger des connaissances existantes. Sur le marché public, enfin, ce marché public, sur le grand public, c'est la différence entre Perplexity et ChatGPT, par exemple. ChatGPT a appris le monde, Perplexity va rechercher le monde. Et la base de connaissances de Perplexity, c'est Internet. Nous, notre base de connaissances, c'est le portail d'alimentation durable. Donc, déjà, c'est deux choses différentes. Et l'une consomme énormément plus d'énergie que l'autre. Faire apprendre un modèle sur des connaissances consomme beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'énergie que exécuter un modèle en lui fournissant une base de connaissances en temps réel. Pourquoi? Parce que il y a en fait le même modèle générique, et si possible le plus petit possible, avec le plus petit cerveau possible, euh, va resservir à des centaines ou des milliers d'usages. Alors que si on fait apprendre un modèle sur un domaine spécifique, lui doit exécuter des pétaoctets de calcul pour pouvoir configurer ses neurones par rapport à un métier. Donc là, ça permet, en plus, d'utiliser un modèle plus petit, parce que pour répondre à une question sur l'alimentation durable, ChatGPT a dû ingérer des quantités astronomiques d'informations et retrouver dans cette quantité astronomique ce qui concerne l'alimentation durable. Alors que là, on fait tourner un beaucoup plus petit modèle, parmi les plus frugaux qui existent. Et par contre, on lui amène l'information contextualisée, utile, efficace pour qu'il réponde à la question. Et en fait, il paraît intelligent aux yeux de l'utilisateur parce qu'il a de super réponses. Mais par contre, en termes de quantité d'énergie consommée pour pouvoir répondre, c'est entre un modèle comme ChatGPT, celui qu'on utilisait là, c'est un rapport à 1 000 à peu près, entre un petit cerveau qu'on a utilisé là et un très gros cerveau qui a tout appris, quoi. Est-ce que ça répond à la question? Ouais, rapport de 1 à 1000, ça me parle bien. Rapport de 1 à 1000 à l'exécution, et en termes de coût environnemental à l'apprentissage, là, je n'ai pas les chiffres. C'est très dur à estimer, ça dépend de l'usage du modèle. Mais je pense qu'on ne doit pas être loin non plus de ce genre de rapport. Merci. Moi, j'ai une Il y question a... pour une précision, ça va un peu avec. Oui. Ganel Pierre-Arago, donc juste par rapport justement à cette base de connaissances, est-ce qu'elle passe automatiquement, est-ce qu'elle émane uniquement de ceux qui ont produit cet outil-là, donc Terre en Ville, CNRS, etc., soit parce qu'ils en sont les auteurs, soit parce qu'ils les ont sélectionnés comme étant fiables, ou est-ce qu'il peut y avoir d'autres sources? Alors, c'est la seule source, on va dire primaire. Il y a une source secondaire qui est Wikipédia. En gros, on a expliqué à l'agent qu'il devait d'abord rechercher ces données sur la base de connaissances principale et que s'il y avait des termes un peu compliqués qui n'étaient pas Alors explicités Wikipédia. dans la base de connaissances, il pouvait aller sur Wikipédia pour faire une recherche complémentaire et avoir plus d'informations contextuelles sur ces mots compliqués afin que la réponse tienne compte et soit vulgarisée pour répondre aux besoins de l'utilisateur. Donc, en fait, la seule connaissance qu'il a en plus de la base principale, c'est Wikipédia. Il a le droit d'aller que là pour compléter ses connaissances Ok, en temps donc réel. arrêtez-moi si je me trompe, un des avantages de l'outil, c'est la fiabilité de l'information. C'est-à-dire que ça ne vient pas de n'importe qui, C'est ça. c'est la C'est le principal crédibilité des intérêt. auteurs, quoi. Ok, merci. Et en plus, on donne le lien vers la source originale qui a fourni l'information. Hmm, Ce qui est le cas aussi quand j'ai Perplexity. C'est pour ça que je faisais un petit peu la comparaison tout à l'heure. ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour, merci. Merci beaucoup pour la présentation super claire. Et bonjour à tout le monde. J'avais juste une question, si possible, d'avoir un peu plus de précision sur le passage du semantic web vers la vectorisation, en fait. Quels sont un peu le processus et les choses auxquelles vous avez fait attention en particulier pour la réaliser? C'est Et donc, possible. oui, bien sûr. Ça s'appelle l'embending. Et c'est important pour, on va dire, les bases de connaissances partagées à terme dans un futur à moyen et long terme. Euh, En fait, on prend le texte, donc là, en l'occurrence, le contenu, la description de la fiche, si vous voulez, de la fiche qui est dans la base sémantique. Et puis, on va lui appliquer un traitement qui va le transformer en vecteur, donc un embedding. Donc là, on utilise un algorithme qui s'appelle MBERT. C'est un algorithme très connu pour faire ce genre de choses.
Et ça va nous produire un vecteur mathématique sur, là je crois qu'on est à 40 ou 50 dimensions, je ne sais plus. Euh, et on va le mettre dans la base indexée. Ça veut dire que la base indexée, elle va contenir la donnée d'origine, elle va contenir les index, c'est-à-dire quasiment tous les mots de la donnée d'origine sous forme d'index, et elle va contenir les vecteurs qui correspondent au sens de l'information qu'on lui a envoyée. Ensuite, quand l'utilisateur il pose une question, on applique le même algorithme mais à l'envers. Ça veut dire qu'on va déterminer à partir de la question de l'utilisateur le vecteur qui correspond à sa question ou les vecteurs qui correspondent à sa question. Et après, c'est un calcul mathématique qui va essayer de comparer le vecteur de la question utilisateur au vecteur de la donnée et trouver les vecteurs qui sont les plus proches pour que le sens des données qu'on va répondre corresponde au sens de la question. Est-ce que c'était ça la demande d'explication? Ok, cool. Oui, oui, merci. Et il y a d'autres questions? Si jamais, si jamais vous devez passer de Mistral à un autre auteur, quelles seraient les difficultés en fait, et quelles sont les limites pour changer si un jour on s'aperçoit Alors, qu'il y a autre chose de pas encore plus frugal? c'est le gros avantage d'utiliser un outil comme NVIDIA. Donc, NVIDIA, c'est pareil, c'est comme Graph, c'est du low-code. Et donc, les composants, le composant LLM, en fait, on le change comme on veut. C'est ça qui est fou, c'est ça qui est génial, c'est qu'on peut changer le modèle comme on veut, on peut changer les outils comme on veut, on peut changer la mémoire comme on veut. Et en fait, c'est un peu comme du Lego, quoi. C'est-à-dire que l'agent, il a une brique rouge pour faire le LLM, on prend la même brique de la même forme, on met une brique verte qui vient de chez un autre fournisseur et ça fonctionne pareil. Alors, il y a un peu de magie noire là-dedans, c'est l'agent qui regarde quel modèle est utilisé et qui potentiellement va un peu adapter sa manière de communiquer avec ce LLM pour pouvoir correspondre à cette technologie-là. En gros, il y a une sorte de norme qui existe déjà, qui a été un peu imposée par OpenAI en termes de discussion avec les modèles. Donc, déjà, ça sert comme base pour pouvoir que tous les enfin, que tous les LLM discutent un peu de la même manière. Mais N8N va un peu adapter les questions et sa manière de poser des questions au LLM en fonction du modèle. Ils en ont une quinzaine. Tous ceux du marché traditionnel, que ce soit open source ou pas open source, sont dans N8N. Donc, en fait, et on peut en rajouter s'il en manque manuellement. Donc, en termes de maintenance, c'est ultra simple. Et surtout, on peut faire des tests assez facilement. On peut très bien faire un agent avec un modèle moyen, on va dire, en nombre de paramètres, en nombre de neurones, voir si ça marche bien, et puis descendre le modèle, prendre des choses plus frugales, qui consomment moins d'énergie, et voir si ça répond toujours aussi bien. Si ça se répond toujours aussi bien, c'est pas la peine de mettre le moyen, on peut mettre le petit. Et du coup, bah, à terme, c'est plus efficient, par exemple. Merci. Euh, je connais, Vas-y, Mathéo. ok. Et du coup, par exemple, si vous faites justement des comparaisons de qualité des réponses quand on teste les différents modèles, est-ce que vous avez mis en place un système un peu formalisé pour justement essayer de mesurer la performance Ça, ou c'est la suite. c'est... Ça, c'est phase 3. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, je fais juste un coucou à Tim et à Laurent et à Lorenzo. Salut. Il y en a qui n'ont pas encore parlé et qui ont une question qui les démange? Ou d'autres qui ont déjà parlé, hein. Je vois pas non plus de questions dans le chat. S'il n'y a plus de prise de parole, je propose qu'on s'arrête là, au bout de 45 minutes, c'est très bien. Eh Merci bien, merci. beaucoup. Merci à tous d'être venus Ouais. L'enregistrement, il sera mis à sur disposition. LinkedIn. On va mettre Ok. sur l'événement LinkedIn, on va mettre les supports et l'enregistrement. Merci beaucoup.
Bonne Merci. Bonne journée. continuation. Au Bonne revoir. journée. Bonne